Quand Antoine de Valois aperçut l'employé en pleurs sous la pluie battante du parking, tenant un enfant malade dans ses bras, son cœur se serra, pas par simple pitié, mais parce qu'il reconnaissait ses larmes, celles d'il y a 800 ans. Il quittait son entreprise, les hôtels de Valois, après une journée de réunions interminables. Le ciel s'était obscurci rapidement, et la pluie avait commencé à tomber à verse, comme elle en a l'habitude en octobre. Antoine ouvrit son parapluie et se dirigea vers sa déesse noire garée sur sa place réservée. C'est alors qu'il la vit. Une jeune femme, peut-être à peine 20 ans, était assise à même le sol du parking, complètement trempée. Elle serrait un petit enfant contre elle, essayant de le protéger de la pluie avec son propre corps. La femme pleurait, un sanglot déchirant, le cri du désespoir, de quelqu'un qui a atteint sa limite. Antoine s'arrêta. Quelque chose en lui bougea. Pas une compassion ordinaire. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus troublant. Il avait l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Exactement cette scène. Une femme qui pleure sous la pluie, tenant quelque chose de précieux dans ses bras. Complètement seule. Pendant une fraction de seconde, l'image vacilla. Non pas l'image réelle de la femme sur le parking, mais une autre image. Superposées, des pierres antiques, une cour de château fort, la même femme, mais vêtue différemment, avec des vêtements médiévaux, pleurant de la même manière, sous la même pluie. Antoine cligna des yeux. L'image disparut. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde entier était contre vous, cette histoire va vous toucher d'une manière inattendue, parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de compassion. C'est une histoire de reconnaissance, de quelque chose que votre âme a conservé à travers les siècles. Antoine s'avança vers la femme. Elle leva le visage, et lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose explosa dans sa poitrine, comme si 1000 souvenirs tentaient de remonter à la surface en même temps. Mais aucun ne parvenait à former une image complète, seulement des sensations, douleur, perte, culpabilité, et quelque chose de plus fort que tout ça. La reconnaissance. La femme le sentit aussi. Il le vit dans ses yeux, une étincelle de confusion, d'étrangeté, comme si elle regardait quelqu'un qu'elle devrait connaître, mais ne parvenait pas à se souvenir d'où. « Vous avez besoin d'aide. » Antoine entendit sa propre voix dire. Les mots sortirent, avant même qu'il ne puisse y réfléchir. La femme essuya ses larmes du revers de la main, mais c'était inutile. La pluie continuait à tomber. « Ma fille, » dit-elle, la voix brisée. « Elle a une forte fièvre. Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais ils m'ont dit que je devais payer d'avance. Je n'ai rien. » Antoine regarda l'enfant. La petite fille avait tout au plus 2 ans. Son visage était rouge de fièvre, ses yeux mi-clos. Elle respirait rapidement, avec difficulté. « Quel âge a-t-elle » demanda Antoine. « 2 ans, » répondit la femme. Sophie, elle s'appelle Sophie. Antoine ne savait pas pourquoi il fit ce qu'il fit ensuite. C'était un homme d'affaires. Il ne s'impliquait pas dans des causes personnelles. Il faisait des dons à des associations. Oui, mais de manière impersonnelle, par virement bancaire. Il ne s'agenouillait pas sur le sol mouillé d'un parking, mais il s'agenouilla. « Prenez ma carte », dit-il en sortant son portefeuille de la poche intérieure de son costume. « Emmenez-la à l'hôpital Saint-Louis. Dites que c'est pour un patient d'Antoine de Valois. Ils s'en occuperont. » La femme fixa la carte de crédit platine qu'il lui tendait. Elle hésita. « Je ne peux pas accepter ça. Monsieur, je ne vous connais pas. Je n'ai aucun moyen de vous rembourser. »« Je ne vous demande pas de me rembourser, » dit Antoine. Sa voix était plus ferme qu'il ne l'avait voulu. « Votre fille est malade. C'est tout ce qui compte. » La femme prit la carte de crédit de ses mains tremblantes. Lorsque ses doigts touchèrent ceux d'Antoine, ils ressentirent tous les deux une décharge électrique. Ce n'était pas une métaphore, c'était réel, un courant qui les traversa en même temps, les faisant halter. Antoine eut une autre vision, rapide, fragmentée, des mains enchaînées, du sang qui coule, la pluie qui tombe, et la même femme, criant un nom qu'il ne parvint pas à entendre. La femme lâcha la carte, effrayée. « Pardon, » murmura-t-elle. «
Je ne sais pas ce qui... Antoine prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son cœur qui battait la chamade. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Élise. Élise Reynaud. Élise. » Le nom résonna en lui comme quelque chose de familier, comme s'il avait prononcé ce nom 1000 fois auparavant, ailleurs, dans un autre temps. « Antoine » dit-il en tendant la main de nouveau, cette fois préparé au choc qui allait suivre. Antoine de Valois. Élise lui serra la main. Le choc se produisit de nouveau, mais cette fois, ils ne se lâchèrent pas. Ils restèrent là, deux étrangers sous la pluie, main dans la main, se regardant comme s'ils essayèrent de résoudre un mystère dont ils ignoraient même l'existence. C'est Élise qui lâcha prise la première. « Je dois emmener Sophie », dit-elle en se relevant avec difficulté, tenant l'enfant d'un bras et essayant de la protéger de la pluie de l'autre. Antoine ouvrit son parapluie et le tint au-dessus d'elle. « Mon chauffeur peut vous emmener, dit-il. »« Non, monsieur de Valois, vous en avez déjà fait beaucoup trop. »« Antoine, corrigea-t-il. »« Appelez-moi Antoine. » Élise le regarda, confuse. « S'il vous plaît, insista Antoine, sans comprendre pourquoi il était si important qu'elle prononce son nom. « Merci, Antoine, dit-elle, à voix basse. Et lorsqu'elle prononça son nom, Antoine eut l'impression que quelque chose en lui se mettait en place, comme si 800 ans de recherche prenaient enfin fin. Il regarda Élise marcher vers un vieux taxi qui était stationné dans la rue. Elle monta, toujours tenant Sophie, et la voiture démarra. Antoine resta là, sous la pluie qui tombait maintenant plus faiblement, regardant le taxi disparaître. Il ne savait pas ce qui venait de se produire, mais il savait, avec une certitude absolue, que ce n'était pas la dernière fois qu'il verrait Élise Reynaud. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il resta dans le bureau de son manoir, regardant par la fenêtre le jardin sombre au dehors. La pluie avait cessé, mais il pouvait encore entendre le son des gouttes qui tombaient sur les pierres. Il pensa à Élise, à ses yeux, à la manière dont elle serrait sa fille contre elle, à la sensation qu'il avait éprouvée lorsqu'il lui avait touché la main. Antoine ne croyait pas au destin, il croyait au travail acharné, à la stratégie, à la logique. Il avait construit un empire hôtelier à partir de rien à l'âge de 38 ans, parce qu'il planifiait chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Mais il n'y avait aucune logique dans ce qu'il avait ressenti sur le parking. À 3 heures du matin, Antoine finit par aller se coucher. Il ferma les yeux et s'endormit immédiatement d'un sommeil profond. Et il rêva. Il était dans une cour de pierre. Le ciel était sombre, orageux, il pleuvait à verse, il portait des vêtements étranges, de cuir et de métal, sales de boue et de sang. Ses poignets étaient enchaînés. Des hommes le traînaient à travers la cour. Il essayait de résister, mais ils étaient trop nombreux. Il criait un nom, Isabelle, Isabelle, non, Isabelle, s'il te plaît. Et alors il la vit, une jeune femme, vêtue d'une robe médiévale élaborée, des bijoux au cou et aux poignets. Elle courait vers lui, le visage déformé par la douleur, hurlant pour qu'il s'arrête, mais des gardes la retenaient. L'homme qu'Antoine était dans ce rêve la regarda une dernière fois, et Antoine reconnut son visage. C'était Élise. Antoine se réveilla en criant. Il s'assit sur le lit, le cœur battant violemment, la sueur ruisselant sur son visage. La chambre était sombre, silencieuse, vide, mais l'image persistait. Élise, non, Isabelle, ou les deux, la même personne, la même âme. Qu'auriez-vous fait, vous? Ne vous mentez pas à vous-même. Si vous voyiez quelqu'un et sentiez avec chaque fibre de votre être que vous connaissez cette personne d'avant, d'un autre lieu, d'un autre temps, fuiriez-vous ou affronteriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain matin, Antoine était au bureau de l'entreprise à 7 heures. Il essaya de se concentrer sur le travail, essaya de réviser les rapports financiers du trimestre, essaya de se préparer pour la réunion avec des investisseurs à 10 heures. Mais son esprit revenait sans cesse à Élise. À 9 heures, le téléphone sonna. C'était l'hôpital Saint-Louis. « Monsieur de Valois », dit la voix.
L'enfant que vous avez orienté hier, Sophie Reynaud, elle va bien. C'était une infection respiratoire, mais elle est déjà traitée. Elle devrait sortir demain. Merci, dit Antoine. Et la mère, Élise Reynaud, elle va bien? Il y eut une pause. Madame Reynaud a dormi ici, à l'hôpital, sur la chaise à côté de sa fille. Elle n'a pas voulu rentrer chez elle. Antoine raccrocha le téléphone et resta à regarder le mur pendant 5 minutes complètes. Puis il prit une décision. Il appela sa secrétaire. « Martine, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Trouvez des informations sur une femme appelée Élise Reynaud. Âge approximatif 28 ans. Elle a une fille de 2 ans appelée Sophie. » Martine était efficace. 2 heures plus tard, elle revint avec un dossier. « Élise Reynaud, 28 ans, » dit Martine. Divorcée. A travaillé comme femme de ménage dans 3 entreprises au cours des 2 dernières années. A été licenciée de la dernière il y a 3 semaines pour absence excessive, justifiée par la maladie de sa fille. Vit dans un appartement loué dans le 20e arrondissement. A 3 mois de loyer de retard. N'a pas de famille. Parents décédés. Antoine lut le dossier. Élise était invisible. Une personne parmi des millions qui travaillent dur, reçoivent peu et vivent au bord de la survie. Mais elle n'était pas invisible pour lui. Elle a besoin d'un emploi, dit Antoine. Martine cligna des yeux. Monsieur, Élise Reynaud, elle a besoin d'un emploi. Embauchez-la. Martine hésita. Pour quel poste? Monsieur de Valois? Antoine réfléchit. Femme de ménage. Chez moi. Martine ouvrit la bouche pour questionner, puis la referma. Elle connaissait Antoine depuis 10 ans. Elle ne l'avait jamais vu agir sur un coup de tête. Mais quelque chose à ce moment-là lui disait que questionner serait une erreur. Je vais m'en occuper. Monsieur, 2 jours plus tard, Élise reçut un appel. Elle était dans l'appartement, emmaillotant Sophie pour la nuit, lorsque le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Reynaud? Ici, Martine Dubois, des Hôtels de Valois. Monsieur Antoine de Valois souhaiterait vous offrir un poste. Élise faillit laisser tomber le téléphone. Quoi? Femme de ménage à la résidence particulière de Monsieur de Valois. Salaire de 3 000 € par mois, avec logement inclus dans l'une des suites de la propriété. Dimanche de congé. Mutuelle santé complète pour vous et votre fille. Cela vous intéresserait? Élise ne parvint pas à parler pendant 5 secondes complètes. Oui, cela m'intéresse. Parfait. Pouvez-vous commencer demain? À 9 h? Demain? Oui. Élise raccrocha le téléphone et regarda Sophie, qui dormait paisiblement dans son berceau. Elle ne comprenait pas. Pourquoi un homme comme Antoine de Valois, qu'elle avait rencontré pendant 5 minutes sur un parking, lui offrirait non seulement un emploi, mais un logement, une mutuelle, tout. Mais elle n'était pas en position de questionner. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de cette chance. Le lendemain, à 9 h précises, Élise sonna à la porte du manoir de Valois. La propriété était absurde. Un palais moderne de 3 étages, entouré de jardins élaborés qui semblaient sortis d'un magazine. Le portail en fer s'ouvrit automatiquement et Élise remonta l'allée de pierre jusqu'à la porte principale, tenant la main de Sophie. Martine l'accueillit. Elle était une femme d'âge mûr, élégante, efficace. Madame Reynaud, bienvenue. Laissez-moi vous montrer vos quartiers. Élise suivit Martine à travers le manoir. Tout était opulent, marbre au sol, lustres en cristal, œuvres d'art au mur. Mais Élise n'était pas impressionnée par la richesse. Elle était impressionnée par quelque chose de plus étrange. Elle connaissait cette maison, pas rationnellement, mais il y avait quelque chose de familier, comme si elle avait déjà arpenté ces couloirs auparavant, comme si elle savait qu'en tournant à droite, il y aurait un escalier en colimaçon. Et il y avait bien... Martine ouvrit la porte d'une suite au 2e étage. Voici vos quartiers, chambres, salle de bain privée, dressing. La cuisine est partagée, mais vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin. Monsieur de Valois prend rarement son petit déjeuner à la maison. Élise entra dans la chambre. Elle était plus grande que tout son appartement précédent. Il y avait un lit king size,
une grande télévision, même un petit canapé près de la fenêtre. Sophie courut vers le lit et sauta dessus, en riant. Martine sourit. « J'ai 2 filles. Je sais ce que c'est. Vous pouvez laisser la petite Sophie dans la chambre pendant que vous travaillez. Si vous en avez besoin, nous avons une crèche partenaire qui offre une réduction. » « Merci, dit Élise, la voix tremblant un peu. « Merci beaucoup. » Martine hocha la tête. « Monsieur de Valois m'a demandé de vous dire de vous installer aujourd'hui. Vous commencerez le travail proprement dit demain. Pour quoi que ce soit, appelez-moi. » Martine sortit et Élise resta seule dans la chambre avec Sophie. Elle s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens, mais elle était là. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié ce que c'était, l'espoir, cette nuit-là. Élise ne parvint pas à dormir. Elle resta à regarder le plafond de la chambre, écoutant Sophie respirer doucement à ses côtés. Elle pensa à Antoine, à la rencontre sur le parking, à la façon dont il l'avait regardée, à la sensation lorsqu'elle avait touché sa main. Et puis, elle pensa à quelque chose de plus étrange. Elle avait rêvé de lui, pas cette nuit-là, mais avant, des semaines avant, des mois avant. Elle avait rêvé d'un homme aux yeux sombres, vêtu de vêtements anciens, traîné à travers une cour de château fort, et elle, dans le rêve, portait une robe lourde, des bijoux aux poignets, et criait un nom, Miguel. Élise s'assit sur le lit, le cœur battant la chamade. Pourquoi avait-elle rêvé de cela? Pourquoi maintenant, en rencontrant Antoine? Le rêve revenait avec tant de clarté. Elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, les jardins du manoir étaient illuminés par des lumières douces. Et plus loin, elle vit une silhouette. Un homme, debout dans le jardin, regardant vers le haut. Antoine, il regardait sa fenêtre. Et lorsque leurs yeux se croisèrent, même à distance, Élise ressentit à nouveau cette sensation, cette reconnaissance impossible, cette certitude qu'elle connaissait cet homme, pas de jours auparavant, mais de beaucoup plus loin, d'un lieu qu'elle ne parvenait pas à se rappeler, mais son âme, oui. Antoine leva la main, ce n'était pas un signe de la main, c'était autre chose, un geste de reconnaissance, de confirmation. Élise posa sa main sur la vitre, et pour la première fois, elle permit à cette pensée impossible de prendre forme. Et si elle avait déjà connu cet homme auparavant, pas dans cette vie, mais dans une autre, il y a 800 ans, les premiers jours d'Élise au manoir furent étranges, pas à cause du changement de vie. Elle avait déjà travaillé comme employée de maison, elle savait nettoyer, ranger, cuisiner. Ces choses lui étaient familières. L'étrange, c'était Antoine. Il n'était pas comme les autres patrons. Il ne donnait pas d'ordre direct, n'inspectait pas son travail. En fait, il lui parlait à peine. Mais Élise sentait ses yeux. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, Antoine était là, pas ouvertement. Il faisait semblant de lire des documents, de parler au téléphone, de consulter ses emails. Mais elle sentait le poids de son regard. Et le pire, c'est qu'elle faisait la même chose. Elle se surprenait à le regarder quand elle pensait qu'il ne voyait pas, observant la façon dont il tenait sa tasse de café, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit, la manière dont il passait sa main dans ses cheveux quand il réfléchissait. Il y avait quelque chose de profondément familier dans chaque geste. Le 4e matin, Élise nettoyait la bibliothèque du 2e étage quand Antoine entra. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Elle l'avait simplement senti. Elle se retourna, et il était là, debout, à la porte, la regardant. « Excusez-moi, dit Antoine, je ne voulais pas vous effrayer. Je n'ai pas eu peur, mentit Élise, son cœur battant la chamade. J'étais juste en train de nettoyer les étagères. » Antoine entra dans la pièce. Il s'approcha d'une des étagères et passa son doigt sur les dos des livres, comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, sans la regarder. « Quand j'ai le temps, » répondit Élise. « Dernièrement, je n'en ai pas eu beaucoup. » Antoine retira un livre de l'étagère. Il était vieux, avec une reliure en cuir usé. « C'est un de mes préférés, dit-il,
tendant le livre à Élise. Il parle de réincarnation, d'âmes qui se rencontrent à travers différentes vies. Élise prit le livre avec des mains tremblantes. Quand ses doigts touchèrent ceux d'Antoine, le choc se produisit à nouveau. Ce courant électrique, cette sensation de déjà-vu si intense qu'elle faillit lâcher le livre. Antoine retint sa main avant qu'elle ne puisse le lâcher. « Vous le sentez aussi », dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Élise essaya de retirer sa main, mais il la retint avec plus de fermeté. Pas avec force, mais avec urgence. « Sentir quoi ?» murmura-t-elle, même si elle connaissait la réponse. « Ça !» dit Antoine, entrelaçant ses doigts avec les siens, cette connexion, comme si nous nous connaissions d'avant. Élise ferma les yeux. Les images devinrent plus fortes cette fois. La cour du château fort, la pluie, l'homme enchaîné, elle-même criant. Et un nom, Gabriel, toujours Gabriel. « Je rêve de vous », confessa-t-elle, toujours les yeux fermés. « Depuis des mois, avant même de vous connaître. Je rêve que vous êtes traîné, enchaîné. Et je crie. Mais personne ne m'entend. » Antoine prit une profonde inspiration. « Je rêve aussi, dit-il. Je rêve que vous pleurez sous la pluie, tenant quelque chose taché de sang, et je ne peux pas vous atteindre. J'essaie, mais je suis piégé, toujours piégé. » Élise ouvrit les yeux. Des larmes coulaient sur son visage sans qu'elle s'en aperçoive. « Ça n'a aucun sens, dit-elle. »« Si, répondit Antoine, approchant son visage du sien. Ça a un sens d'une manière qui ne devrait pas, mais ça en a un. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre, exploratoire. C'était un baiser de reconnaissance, de 800 ans de séparation enfin terminée, de deux âmes se retrouvant à nouveau. Élise répondit. Elle lâcha le livre, qui tomba sur le sol avec un bruit sourd, et enroula ses bras autour du cou d'Antoine. Et pendant un moment, juste un moment, tout eut un sens. Mais alors, la réalité revint. Élise se recula, haletante. « Non, dit-elle, faisant un pas en arrière. Nous ne pouvons pas. Je travaille pour vous. Vous êtes mon patron. Je suis votre employé de maison. Ce n'est pas bien. » Antoine tendit la main vers elle. « Élise, s'il vous plaît. »« Non, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. J'ai besoin de ce travail. Monsieur de Valois, j'ai une fille. Je ne peux pas gâcher ça pour... Pourquoi ?» demanda Antoine. « Pour quelque chose que vous ressentez depuis avant de me connaître, pour quelque chose que nous savons tous les deux qui va au-delà du travail, du patron, de l'employé de maison. » Élise secoua la tête. « Je ne sais pas ce que je ressens. Je sais juste que ça ne peut pas arriver. » Elle quitta la bibliothèque en courant, laissant Antoine seul avec le livre tombé sur le sol. Ce soir-là, Élise s'assit sur le sol de sa chambre, observant Sophie dormir. Elle était confuse, effrayée et en même temps, pour la première fois depuis des années, se sentant vivante, elle désirait Antoine. Pas seulement physiquement, c'était quelque chose de plus profond. C'était comme si son âme reconnaissait l'âme de son... comme si elles se cherchaient l'une l'autre depuis une éternité, mais elle ne pouvait pas le permettre. Elle avait des responsabilités, elle avait une fille, elle avait une vie à reconstruire. Même si cette vie lui semblait vide comparée à ce qu'elle avait ressenti quand Antoine l'avait embrassée. Une semaine passa sans qu'Antoine et Élise ne se parlent vraiment. Ils s'évitaient quand ils devaient être dans la même pièce. Antoine faisait semblant de travailler et Élise faisait semblant de nettoyer. Mais la tension ne faisait que croître, jusqu'à ce que quelque chose change. Élise était dans la cave du manoir, à la recherche de produits de nettoyage. Quand elle vit un vieux coffre dans un coin, il était couvert de poussière, clairement oublié depuis des années. La curiosité l'emporta sur la prudence. Elle s'agenouilla et ouvrit le coffre. À l'intérieur, il y avait de vieux documents, des photos anciennes, des objets qui semblaient de famille. Et puis elle vit un portrait à l'huile, petit, de la taille d'une feuille de papier. Il était endommagé sur les bords, mais l'image était encore claire. C'était un jeune homme, vêtu de vêtements de soldat médiéval, armure de cuir, épée à la ceinture, et le visage. Élise lâcha le portrait, la main tremblante. Le visage était celui d'Antoine,
Pas seulement ressemblant, il était identique. Les mêmes yeux sombres, la même cicatrice au-dessus du sourcil droit, même la façon dont il regardait hors du tableau, avec cette intensité caractéristique. Mais c'était impossible. Le portrait était clairement ancien. XIIIe siècle, peut-être? Comment pouvait-il s'agir d'Antoine? Élise retourna le portrait au verso, écrit à l'encre effacée. Il y avait un nom, Gabriel de Cordoba, garde de la duchesse Isabelle de Tolède, exécuté en 1225 pour trahison. Élise ne parvenait plus à respirer. Gabriel, le nom qu'elle criait dans ses rêves. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna. Antoine était planté devant l'entrée de la cave, la regardant avec une expression qu'Élise ne parvenait pas à déchiffrer. « Depuis combien de temps es-tu là, Antoine ?» demanda Élise. « Assez longtemps, » répondit Antoine. Il descendit les marches et s'agenouilla à côté d'elle. Prenant le portrait, il observa l'image pendant un long moment. « J'ai trouvé ça il y a des années. Quand j'ai acheté ce manoir, l'ancien propriétaire disait que ça appartenait à sa famille, transmis de génération en génération. Un ancêtre éloigné. Mais cet homme, c'est toi, murmura Élise. Je sais, dit Antoine simplement. Et tu m'as demandé si je pensais ça impossible. La réponse serait oui, mais ça ne l'est pas, parce que tu es là, parce que je rêve de cet homme, parce que je sais, sans l'ombre d'un doute, que cet homme, c'était moi, dans une autre vie. Élise se leva, titubant. C'est de la folie. Oui, concéda Antoine, se relevant également. Et tu penses aussi que c'est vrai? Je le vois dans tes yeux. Élise fixa son poignet gauche. Elle avait toujours eu une marque de naissance là, petite, en forme de cercle parfait. Les médecins disaient que c'était juste de la pigmentation. Mais Élise avait toujours senti que c'était autre chose. Et maintenant, regardant Antoine, regardant le portrait de Miguel, elle savait, ce n'était pas une marque de naissance. C'était la marque de là où la duchesse Isabelle portait son bracelet en or. « Montre-moi ton poignet », dit Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées. Élise hésita, puis tendit le bras. Antoine prit son poignet avec délicatesse et passa son pouce sur la marque circulaire. « Isabelle portait un bracelet en or ici, » dit-il, la voix basse. « Je sais, parce que c'est moi qui l'ai mis. Une seule fois, la dernière fois que je l'ai vue, avant d'être traîné à l'exécution. »« Comment sais-tu ça ?» murmura Élise. Antoine leva les yeux vers elle. « Parce que je me souviens, et c'est à ce moment-là que tout a changé. » Antoine attira Élise contre lui et l'embrassa de nouveau. Mais cette fois, au moment où leurs lèvres se touchèrent, quelque chose explosa. Tous deux virent. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas de l'imagination, c'était la mémoire. 1225, France, cour de Châteaufort. Élise était Isabelle, fille du duc, héritière de terres et de titres. Elle avait 19 ans et était promise à un comte qu'elle n'avait jamais rencontré. Antoine était Miguel, fils de paysan, recruté dans l'armée du duc à 15 ans, promu garde personnel d'Isabelle à 20 ans pour sa loyauté. Ils ne devaient pas s'aimer. C'était interdit, impossible, fatal. Mais ils s'aimaient. Rencontres secrètes dans les jardins, mots murmurés dans les couloirs vides, attouchements volés quand personne ne regardait, et une nuit, sous la pluie, dans la cour du château fort. Miguel plaça son bracelet en or au poignet d'Isabelle. « Quand je reviendrai de cette guerre, promit-il, je t'emmènerai loin d'ici. Peu importe ta famille, ta position, rien de tout ça. Nous fuirons, nous serons libres. » Isabelle pleura et promit de l'attendre. Mais quelqu'un les vit. Quand Miguel revint de la guerre 3 mois plus tard, il fut emprisonné. « Trahison, dirent-ils. Déshonorer la fille du duc était une trahison. Il fut exécuté dans la cour du château fort. Sous la pluie, Isabelle implora, cria, essaya d'arrêter, mais elle fut contenue. La dernière chose que Miguel vit fut Isabelle être traînée au loin, criant son nom. Et la dernière chose qu'Isabelle vit fut le sang de Miguel, se mélangeant à la pluie sur les pierres de la cour. 3 jours plus tard, Isabelle mourut. On dit que c'était de chagrin.
On dit qu'elle cessa simplement de manger, de dormir, de vivre. On la trouva dans la cour, allongée au même endroit où Miguel avait été exécuté. Elle tenait le bracelet en or, taché de sang, et murmurait les dernières paroles. « Je te retrouverai dans chaque vie, peu importe qui je suis, mon âme connaîtra la tienne. » Élise et Antoine revinrent au présent au même moment, haletants, en état de choc. Ils étaient sur le sol de la cave. Enlacés, tous deux pleurant, « Je me souviens, » dit Élise entre deux sanglots. « Je me souviens de tout, de toi, traîné, de moi, criant, de mourir dans cette cour, à attendre ton retour. Moi aussi, je me souviens, » dit Antoine, la serrant contre sa poitrine. « Je me souviens d'avoir promis de te retrouver. Et je t'ai retrouvé. 800 ans plus tard, je t'ai retrouvé. » Ils restèrent là, sur le sol froid de la cave, se tenant l'un à l'autre comme s'ils avaient peur de se perdre à nouveau, mais il y avait une question qu'aucun des deux ne voulait poser. Et maintenant qu'ils savaient la vérité, maintenant qu'ils se souvenaient, qu'allait-il faire avec ça? Élise fut la première à parler. On ne peut pas simplement ignorer nos vies actuelles. J'ai Sophie, tu as ton entreprise. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Nous le sommes, concéda Antoine. Mais nos âmes sont les mêmes, et je ne vais pas gaspiller cette vie à faire semblant de ne pas te connaître, de ne pas t'aimer, parce que je t'aime. Élise, je t'ai aimé comme Miguel, et je t'aime comme Antoine. Élise ferma les yeux. Et si ça se reproduit? Et si nous nous aimons, et que tout se termine en tragédie comme avant? Alors ça se terminera, dit Antoine. Mais au moins, nous aurons essayé. Au moins, nous n'aurons pas passé une vie de plus séparée. Élise le regarda, dans les yeux qu'elle connaissait d'il y a 800 ans, pour l'homme qui avait promis de la retrouver dans chaque vie, et prit la décision qui allait tout changer. « D'accord, dit-elle, essayons. » Les jours suivants furent les plus étranges et merveilleux de la vie d'Élise. Elle et Antoine ne cachèrent plus ce qu'ils ressentaient, pas l'un devant l'autre, du moins. Ils passaient les soirées à parler de leurs vies actuelles, des souvenirs qui revenaient par flash, de leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs rêves et de Sophie. Antoine s'attacha à la fillette d'une manière qui le surprit lui-même. Il n'avait jamais voulu d'enfant, n'avait jamais pensé à la famille. Mais avec Sophie, c'était différent. C'était comme s'il la connaissait d'avant aussi. Et peut-être la connaissait-il. Un soir, alors qu'Élise couchait Sophie, la fillette regarda Antoine et dit quelque chose qui les glaça tous les deux. « Papa Miguel, dit-elle, tendant ses petits bras. Élise faillit laisser tomber la fillette. « Qu'est-ce que tu as dit, mon amour ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Papa Miguel, » répéta Sophie, souriant à Antoine. Antoine prit Sophie dans ses bras, les yeux embués. « Comment connaît-elle ce nom ?» murmura Élise. Antoine secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais peut-être que les âmes se reconnaissent au-delà de ce que nous comprenons. Peut-être que Sophie était là aussi, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que nous revenons toujours ensemble. » Élise s'assit sur le lit, encaissant le coup. « Si c'est vrai, dit-elle, alors nous avons une chance de faire différemment cette fois, d'être une famille. » Antoine embrassa le front de Sophie, puis regarda Élise. « Nous sommes une famille, maintenant, dans cette vie, et je ferai tout pour vous protéger, toutes les deux. » Mais l'univers avait d'autres plans. 3 semaines après qu'Élise et Antoine eurent assumé leurs sentiments, une tempête commença. Pas seulement météorologique, émotionnelle aussi. La famille d'Antoine découvrit l'existence d'Élise. Son frère aîné, Baptiste, apparut au manoir sans prévenir. Il était un homme dur, calculateur, qui n'a jamais approuvé les décisions d'Antoine qui n'impliquaient pas de profit. Quand il a vu Élise sortir de la chambre d'Antoine le matin, son expression était du pur mépris. « Tu plaisantes, là, dit Thomas, regardant Élise puis Antoine. Une employée? Tu gâches ton temps avec une employée? Fais attention à ce que tu vas dire, prévint Antoine. La voix basse et dangereuse, Thomas ignora. Elle est évidemment après ton argent, Antoine. Réveille-toi, tu es PDG d'un empire multimilliardaire.
Elle est... Quoi? Une femme de ménage avec un enfant illégitime? Élise sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais c'est Antoine qui explosa. « Sors de chez moi, dit-il, la voix tranchante comme du verre. Maintenant, Thomas rit, sans humour. Tu commets une erreur. Le conseil d'administration ne va pas accepter ça. Nos investisseurs vont remettre en question ton jugement. Tu risques tout pour une femme qui... J'ai dit sors, cria Antoine. Et ce n'était pas un cri contrôlé. C'était un cri de rage pure, primitive, qui venait de 800 ans de frustration. Thomas regarda son frère, choqué, puis Élise, et il sortit sans plus de mots. Élise tremblait. « Il a raison, dit-elle, à voix basse. Je vais ruiner ta vie, ta réputation, tes affaires. C'était une erreur. » Antoine la tira près de lui. « Ce n'était pas une erreur, et je me fiche de ce que Thomas ou qui que ce soit d'autre pense. Je me soucie de toi, de Sophie, de nous. » Mais Élise vit la peur dans ses yeux, et elle aussi avait peur, parce que 800 ans auparavant, quand Isabelle et Miguel osèrent s'aimer au-delà des barrières sociales, cela se termina en tragédie. Et si l'histoire se répétait, cette nuit-là, la tempête qui se formait finalement éclata. Pluie forte, éclairs, tonnerre qui secouait les fenêtres de la demeure. Élise était dans la chambre avec Sophie quand elle entendit un cri. « Antoine !» Elle courut dans le couloir et vit Antoine en haut de l'escalier, se tenant la poitrine, le visage déformé par la douleur. « Antoine !» cria Élise, courant vers lui. Il tomba à genoux. « Je n'arrive pas à respirer, » haleta-t-il. « Ma poitrine. J'ai l'impression que... »« Ambulance !» cria Élise à Marcia, qui était apparue dans le couloir. « Appelle une ambulance, maintenant !» Mais pendant qu'elle tenait Antoine, quelque chose d'autre se produisit. Les souvenirs vinrent. Pas en flash, complet, accablant. Élise revit tout, la cour de Châteaufort, la pluie, Miguel se faisant exécuter, et elle, Isabelle, mourant 3 jours plus tard de douleur dans la poitrine. On disait que c'était de chagrin, mais Élise savait maintenant la vérité. Isabelle mourut de chagrin d'amour, littéralement. Son corps ne supporta pas la perte, et maintenant, 800 ans plus tard, Antoine ressentait la même douleur. « Non !» cria Élise, tenant son visage entre ses mains. « Pas cette fois. Tu ne vas pas me quitter cette fois. Si cette histoire vous amène à remettre en question vos propres décisions, si vous sentez que vous devez partager cela avec quelqu'un, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « j'ai vu, j'ai ressenti ». Cela compte. Antoine la regarda dans les yeux, luttant pour respirer. « Isabelle, murmura-t-il. « Miguel, répondit Élise, les larmes coulant. Je t'aime. Dans toutes les vies, mais tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas laisser faire. » L'ambulance arriva en 7 minutes. Les ambulanciers emmenèrent Antoine sur la civière. Élise partit avec lui, tenant sa main pendant tout le trajet. À l'hôpital Saint-Louis, les médecins dirent que c'était une crise de panique sévère. Stress extrême. Ce n'était pas physique, c'était psychologique. Mais Élise savait différemment. C'était la mémoire. Le trauma de 800 ans auparavant se manifestant physiquement dans le présent, quand Antoine se réveilla enfin, des heures plus tard. La première chose qu'il vit fut Élise assise à côté du lit, tenant encore sa main. « Tu es resté, » dit-il. La voix rauque. « Je reste toujours, » répondit Élise. « Dans chaque vie, Miguel, je reste toujours. » Antoine serra sa main, et c'est alors qu'Élise réalisa. Il ne pouvait pas fuir l'histoire. Il ne pouvait pas faire semblant que 800 ans n'avaient pas existé. Mais il pouvait choisir comment cette histoire se terminerait cette fois. 3 jours plus tard, Antoine sortit de l'hôpital et fit quelque chose qui changea tout. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration des hôtels de Valois. Élise le supplia de ne pas faire ça, dit que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait garder les choses discrètes. Mais Antoine refusa. « J'ai passé 800 ans à cacher ce que je ressentais, dit-il. Je ne vais pas refaire ça. » À la réunion, avec tous les directeurs, les investisseurs et les membres de la famille présents, Antoine fit une annonce. «
Je veux vous présenter quelqu'un, dit-il. Élise Reynaud, la femme que j'aime, et Sophie, sa fille, que je considère comme la mienne. Le silence fut sépulcral. Thomas fut le premier à parler. Antoine, c'est une plaisanterie? Non, répondit Antoine. Calmement, c'est la vérité. Et si cela affecte ma position dans l'entreprise, si quelqu'un ici a un problème avec mes choix personnels, je suis prêt à démissionner. Le choc fut visible. Antoine de Valois n'avait jamais, en 10 ans, placé quelque chose au-dessus de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, un des investisseurs les plus anciens, un homme appelé Henri Dubois, se racla la gorge. « Monsieur de Valois, dit-il, vos choix personnels sont les vôtres. Tant que cela n'affecte pas la performance de l'entreprise, je ne vois pas de problème. » D'autres acquiescèrent. Certains hésitants, d'autres plus ouverts. Thomas, vaincu, ne dit plus rien. Et ainsi, pour la première fois en 800 ans, Antoine et Élise purent s'aimer sans se cacher. Mais il y avait un dernier test. Élise avait besoin de voir de ses propres yeux que cette vie passée était réelle, que tout n'était pas seulement coïncidence, imagination, trauma partagé. Elle avait besoin de preuves. Antoine accepta. Ils voyagèrent à Tolède, en Espagne. Ils emmenèrent Sophie aussi, dans le château ancien. Maintenant, un musée. Ils marchèrent dans les mêmes couloirs où Isabelle et Miguel se rencontrèrent secrètement, et dans la cour, où l'exécution eut lieu, Élise s'arrêta. « Ici, murmura-t-elle. C'était ici. » Antoine serra sa main. Ils demandèrent à parler avec le conservateur du musée, un homme âgé appelé Xavier. Quand ils montrèrent de l'intérêt pour l'histoire de la duchesse Isabelle et de Miguel, ses yeux s'illuminèrent. « Ah, oui, c'est une des histoires les plus tragiques de ce château, » dit Xavier. « La duchesse Isabelle et son garde, amour interdit. Il fut exécuté pour trahison. Elle mourut 3 jours plus tard. Il y a même une tapisserie qui représente le moment final. Il les conduisit jusqu'à une salle fermée au public. Et là, sur le mur, elle était une tapisserie énorme, datée de 1226. Elle montrait une cour de château fort, la pluie tombant, un homme enchaîné se faisant traîner et une femme, vêtue en habits nobles, se faisant retenir par des gardes, criant. Les visages étaient Claire, Miguel, Isabelle, Antoine et Élise. Élise couvrit sa bouche avec sa main, les jambes presque cédant. Antoine la retint. « Comment est-ce possible ?» murmura Élise. Xavier continua. « La partie la plus fascinante, dit-il, est que selon les archives, la duchesse Isabelle a laissé une lettre. Elle a été découverte au siècle dernier, scellée à la cire, cachée dans une pierre de la cour du château fort. Elle a écrit la nuit de sa mort. » Il ouvrit une vitrine et montra un parchemin ancien, protégé par une vitre. Élise lut les mots écrits en ancien espagnol, mais comprit parfaitement. « Mon bien-aimé Michel, s'il y a une vie après celle-ci, et s'il y a une justice dans les cieux, je jure que je te retrouverai. Peu importe combien de siècles passeront, peu importe qui je suis, qui tu es, mon âme reconnaîtra la tienne. Et cette fois, rien ne nous séparera. » Isabelle de Tolède, 1225. Élise pleura. Antoine pleura. Xavier les regarda, confus. « Vous allez bien ?» Antoine essuya ses larmes et sourit. « Oui, nous allons bien. Pour la première fois en 800 ans, nous allons bien. » Ils quittèrent le musée, main dans la main. Sophie dormait dans les bras d'Antoine. Dehors, il commença à pleuvoir. Élise leva les yeux vers le ciel et sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la tristesse. C'était l'apex. « La promesse a été tenue, » dit-elle. Antoine lui embrassa le front. « Et cette fois, nous restons ensemble. Si vous n'avez pas eu la chair de poule maintenant, vous n'avez pas d'âme. Commentez, chair de poule, si vous en avez eu. » 6 mois plus tard, Antoine et Élise se marièrent. Ce fut une petite cérémonie. Uniquement les amis proches et Marcia, qui était devenue presque une mère pour Élise. Ils firent la cérémonie dans le jardin du manoir, sous la pluie,
exprès, parce que la pluie n'était plus un symbole de tragédie, c'était un symbole de renaissance. Élise portait une robe simple, blanche, et au poignet gauche. Sur la tache de naissance circulaire, elle portait un bracelet en or. Antoine l'avait commandé spécialement, une réplique exacte du bracelet que Michel avait mis à Isabelle 800 ans auparavant. Quand le célébrant demanda s'ils avaient quelque chose à se dire l'un à l'autre, Antoine fut le premier. « Élise, dans une autre vie, j'ai promis que je te retrouverai. J'ai promis que je t'aimerai dans chaque existence. Et aujourd'hui, devant tout le monde, je fais une nouvelle promesse, que cette vie et toutes celles qui viendront seront nôtres, ensemble. » Élise, en pleurs, répondit, « Michel, j'ai attendu 800 ans pour toi, et j'attendrai 800 de plus. Mais maintenant que je t'ai trouvé, je ne vais plus attendre. Je vais vivre, je vais aimer, je vais être heureuse, avec toi, avec notre fille, avec notre famille. » Ils s'embrassèrent sous la pluie, et Sophie, en sécurité dans les bras de Marcia, applaudit et cria « Papa Michel, maman Isabelle !» Tout le monde rit, mais Élise et Antoine échangèrent un regard, parce qu'ils savaient que certaines âmes sont connectées au-delà du temps, au-delà de la logique, au-delà de la mort, et que lorsque deux âmes se le promettent, rien, pas même 800 ans de séparation, ne peut briser cette promesse. 1 an plus tard, Élise était enceinte. Elle et Antoine étaient dans la chambre, faisant une échographie à la maison avec du matériel particulier. Quand le médecin révéla le sexe du bébé, Élise regarda Antoine, les yeux brillants. « C'est un garçon, dit-elle. Antoine lui serra la main. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-il. Élise sourit. « Michel, nous allons l'appeler Michel. » Antoine rit, ému. « Et s'il est têtu comme je l'étais, alors je l'aimerai encore plus, » répondit Élise. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie, Antoine et Élise restèrent dans le jardin regardant les étoiles. « Tu crois que ça va se reproduire » demanda Élise. « Dans une autre vie, allons-nous nous perdre et devoir nous retrouver à nouveau ?» Antoine réfléchit un moment. « Peut-être, ou peut-être, cette fois, brisons-nous le cycle. Peut-être cette fois, quand nous mourrons, ce sera ensemble, vieux, entourés d'enfants et de petits-enfants. Et alors, peut-être dans la prochaine vie, n'aurons-nous pas besoin de nous chercher, parce que nous saurons déjà que nous avons toujours été destinés à être ensemble. » Élise posa sa tête sur son épaule. « J'aime cette version. »« Moi aussi, » dit Antoine, embrassant le sommet de sa tête. Et là, sous les étoiles, avec le son doux de la pluie recommençant à tomber, Élise et Antoine comprirent, finalement. L'amour véritable ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il s'agit de trouver l'âme qui reconnaît la vôtre. Peu importe combien de temps passe, peu importe combien de vies, peu importe combien d'obstacles, certaines âmes ont été faites pour être ensemble, et 800 ans ne sont rien comparés à l'éternité. Cette histoire ne devrait pas exister. Certaines vérités sont trop inconfortables, mais quelqu'un doit les raconter. Quand vous cliquez sur ce cœur doré là en bas, vous devenez partie de ceux qui maintiennent ces histoires vivantes. Vous n'êtes pas seulement spectateur. Vous êtes témoin. 5 ans plus tard, Antoine avait 43 ans, Élise 33, Sophie 7, Michel 4. Ils étaient à Tolède à nouveau, visitant le château fort. Cette fois, Javier les reconnut immédiatement. « Vous êtes revenus, dit-il, souriant. « Nous sommes revenus, confirma Antoine. Nous voulions montrer ça à nos enfants. » Javier regarda Sophie et Michel jouer dans la cour. « Vous avez quelque chose de spécial, dit-il. Vous deux. J'ai vu beaucoup de couples au fil des années. Mais vous avez une connexion qui va au-delà. » Antoine et Élise échangèrent un regard et sourirent. « Vous n'imaginez pas à quel point, » dit Élise. Avant de partir, Élise demanda à rester seule dans la cour pendant quelques minutes. Elle resta là, à l'endroit exact où Isabelle est morte 800 ans auparavant, et murmura « Nous avons tenu la promesse. Isabelle et Michel,
nous nous sommes retrouvés. Et cette fois, nous avons gagné. Le vent souffla comme en réponse. Et Élise sentit, pour la première fois depuis que tout a commencé, qu'elle pouvait enfin laisser le passé s'en aller. Parce que le présent était plus que suffisant. Elle avait Antoine, elle avait Sophie, elle avait Michel, elle avait une famille, et elle avait la paix. En sortant du château, Sophie demanda « Maman, pourquoi tu aimes autant papa ?» Élise sourit et regarda Antoine, elle qui tenait Michel dans ses bras. « Parce que, mon amour, dit-elle, je l'ai attendu toute ma vie. En fait, j'ai attendu bien plus que ça. » Sophie ne comprit pas, mais un jour, elle comprendrait. Parce que certaines histoires ne se terminent pas, elles continuent simplement, à travers les générations, à travers les vies. Et cette histoire, l'histoire d'Élise et Antoine, d'Isabelle et Michel, de deux âmes qui se sont promis de se retrouver dans chaque existence, n'était qu'une des nombreuses fois où ils s'étaient rencontrés, et ce ne serait certainement pas la dernière, parce que l'amour véritable, celui qui vient de l'âme, ne meurt pas. Il attend simplement, et quand il se retrouve enfin, rien dans l'univers ne peut le séparer à nouveau. Vous avez deux choix maintenant. Oubliez que vous avez entendu ça, ou acceptez que toutes les histoires ont un côté sombre. Lequel choisissez-vous? Et plus important, quelle histoire de votre vie n'avez-vous jamais racontée? Avez-vous déjà regardé quelqu'un et senti que vous connaissiez cette personne d'avant, que vous avez attendu des vies entières pour cette rencontre? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas tort, parce que certaines connexions transcendent le temps, et ceci en est la preuve.